Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille. Mathématiquement, c'est toujours possible. La 8e place ou la 7e, peut-être la 9e aussi. Rudy Garcia nous en parlera certainement en conférence de presse. Ça sera demain, on a hâte d'y être. Mais en attendant, on va parler de ce match. Effectivement, match à enjeu samedi soir à Toulouse. L'OM se déplace à Toulouse sans ses supporters d'ailleurs. On en parlera en première partie d'émission avec les Paris FCM. On évoquera également les infos du jour, de la semaine, qui concernent peut-être le futur entraîneur de l'Olympique de Marseille, avec notamment cette rumeur Claude Puel, et puis l'interview de la semaine, nouveau format dans Débat Foot Marseille, avec Albert Raymond et Chacha, JCDB. Et ouais, retour de JCDB dans cette émission. On va en parler avec qui ? Avec Titi qui est avec nous. Bonjour Benjamin, ça va, oui merci. Bonjour à tous. Ouais. Tu vas nous être très précieux dans une partie de cette émission, notamment sur les paris, parce que tu es un expert en paris, toi. Merci. Eh ouais. Non, mais c'est vrai, non pas. En ce moment, tu... Non ? Ça gagne. Ça marche bien. Ça marche bien. Voilà. Donc, on a fait appel à toi aussi pour ça. Nico est avec nous. Salut Benjamin, salut à tous. Nico, chroniqueur du Marseille Champion Podcast. Tout Le légendaire Marseille. Eh ouais, Tout eh à ouais. fait. Présenté par un saluant journaliste. Eh ouais. Le Voilà. podcast de Football Club de Marseille, eh ouais. Et qui est enregistré Oussam Mourad à la Podcast Factory. Eh ouais. Ah, tu sais, t'as toutes les infos. Eh ouais, ouais. Mourad est avec nous également. Ouais. Ça va Mourad ? Avec une Vyshevanka. Ce qu'il faut faire honneur à la culture ukrainienne. Et aujourd'hui, C'est c'est Diane Vyshevanka. C'est le jour de la Vyshevanka. Donc il faut porter l'habit traditionnel ukrainien pour. Qui a failli pas participer à cette émission, Mourad. Ouais. Ah ouais. Une grosse déception amoureuse hier soir. Ah ouais. On n'en parle pas. Allez, on n'en parle pas. Allez. On va parler de ce match très important de l'Olympique de Marseille à Toulouse dans cette première partie. C'est tout de suite. Allez, l'avant-match, je sais pas ce qu'on va pouvoir dire. Les enjeux, messieurs, de ce match, on en fait combien ? 1 minute, 30 secondes On zappe, non ? Il y a un enjeu ou pas ? Est-ce Non. qu'il y a un enjeu ? Non, Aucun. un enjeu ? On ne peut pas descendre plus bas. Je pense que les enjeux, est pas mal. Je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là, non ? On va attendre que Rudy Garcia le dise peut-être parce qu'en conférence de presse d'après-match, donc à Lyon, il a dit bon, je peux pas en dire trop parce que sinon ça va dépasser, je vais dire des mots qui vont dépasser ma pensée par rapport au match, donc il peut pas dire par rapport à ça. Donc après on lui a demandé par rapport à son avenir, je peux pas dire par rapport à ça. Donc après et au fait les deux derniers matchs, je peux pas dire par rapport à ça. Bon bah d'accord. Non, donc, le dernier enjeu, c'est de ne pas se faire dépasser par Nice et Nîmes, quoi. Ce qui serait vraiment désordre. Finir derrière un promu aussi enthousiaste et dynamique soit-il, c'est un peu la honte quand même. Hein. Bon, allez, les enjeux, on s'arrête là. On va peut-être un mot sur la compo. Peut-être qu'il y a un petit intérêt, malgré tout, sur les compositions d'équipe, ou même pas. Je sais pas, moi, quel compo, peut-être pour faire jouer... Préparons l'avenir, peut-être, je sais pas, non ? Khaled Takar est suspendu, donc il va sûrement faire jouer Rami. l'avenir, c'est l'avenir. C'est l'avenir, exactement. Le futur de l'OM est là. Non, peut-être Rolando. Ou peut-être Rolando pour son jubilé un petit peu là. Limite Rolando, ouais, tu peux, pourquoi pas. C'est un mec méritant, même si bon, il était un peu cramé cette année, mais Il est on capable oublie de pas ce qu'il a sortir fait du pour le placard. Sinon, oui, enfin, je sais pas franchement. Clinton. Non, mais est-ce qu'il y a un intérêt aussi dans cette compo ? Pour toi, par exemple, Thierry, tu te dis, ça peut être intéressant, je sais pas moi, pour le mercato, par exemple, faire jouer des jeunes pour le joueurs pour le mercato, ou alors. On passe à la suite. Non, vous voulez même. À la rigueur, peut-être faire jouer des jeunes, c'est tout, sinon il n'y a aucun intérêt. Sanson, c'est un joueur qu'on veut vendre. Oui, mais c'est pas un match amical en vacances qui va changer sa valeur marchande, je pense Non. pas. Faut juste pas nous faire honte, c'est tout, un minimum. Après, parce que sinon, tu pourrais dire aussi, à la limite, fais jouer Escalès, etc. Mais bon, si ton entraîneur veut pas faire ça, il va mettre Rami Rolando, et puis basta, et puis... Donc, faites-nous pas honte, c'est tout. On a déjà eu assez honte cette année, s'il vous plaît. Une question qui n'était pas prévue dans ce programme, mais je viens juste d'avoir une petite illumination. Est-ce que, par exemple, sur les compositions d'équipe, il y a aussi, vous savez, des histoires de primes ?
pour certains joueurs, le nombre de matchs à jouer, et ça peut être, on peut avoir une composition d'équipe peut-être un peu bizarroïde, c'est-à-dire pas Balotelli, tu vois. Ah bah oui, parce qu'il casse sa prime de but. Donc il faut plus qu'il marque là. Ne marque plus Mario. On n'a plus un rond, ne marque plus un but, s'il te plaît. Ou alors il y a des entraîneurs chez nous qui, tu vois, ils te faisaient jouer 5 minutes comme ça, ils récupéraient un peu une partie de la prime à la fin. Ouais. Donc bon, je pense pas que Garcia soit là-dedans, hein, mais. Allez, on passe tout de suite au Paris FCM. I'm setting the rules, I'm ripping the crews, I'm ripping the tools and turning the tables. No, I never lose, I'm getting confused. But I'm playing. Allez, les paris FCM avec notre partenaire Unibet. On va commencer tout de suite avec le pari Sécure. On a un peu bossé avec toi d'ailleurs sur ce pari, Thierry. On a mis, parce que nous, généralement, on ne veut pas trop parier sur des défaites de l'Olympique de Marseille. On ne veut pas porter malheur, tu vois. Mais non, Thierry est arrivé et il a un petit peu changé le programme. Alors, Toulouse gagne ou match nul. C'était ton pari Sécure. La cote est assez intéressante quand même. 1,6 pour un pari, pour un pari Sécure. 1,63. Vous en pensez quoi, messieurs? Complètement d'accord. Toulouse ne joue plus rien. C'est leur dernier match à domicile, c'est toujours une affiche, donc ils ont l'opportunité contre un amateur de faire une belle soirée pour leurs quelques supporters. Donc ça peut. Moi, je crois qu'ils vont faire un bon match et qu'ils ont de bonnes chances de gagner. Ouais. Allez, c'est l'instant Laurent Ruquier, parce que quand on préparait cette séquence, pour Toulouse c'est un match de gala et pour l'OM c'est un match de galère. Donc on sait jamais. Donc excellent. là on est quand même au niveau Laurent Ruquier top. C'est ce que tu as misé, toi, Thierry? Ouais. Ouais. Et c'est le pari Sécure, là. Oui, 100 euros, 160 euros. Quoi, tu mises 160. Ah ouais? Non, si tu mises 100 euros, 100 euros, tu gagnes 160. Enfin, tu gagnes Je sais 60 pas comment euros. ça fonctionne. Allez, on passe au pari fou. Eh ouais, le pari fou, c'est une défaite. Alors non, c'est une victoire de Toulouse par plus de 2 buts d'écart, c'est ça? C'est par 2 buts ou plus. Voilà, par 2 buts ou plus. La cote est à 6,25. Vous voyez quand même une Franchement, ça grosse se- défaite de l'OM parce que Ça se joue. Ça se joue. Ah ouais? C'est... Je vois les étoiles et les billets devant les yeux, là. Mon Dieu, Mais c'est horrible. on a- Mais vous voyez une équipe de l'OM complètement démobilisée, c'est ça? Oui. Oui. Et puis on a notre défenseur central titulaire qui n'est pas là et qui est remplacé par un Rami qui, dans son dernier match, a été cataclysmique en plus. Équipe démobilisée. Bounassar a sans doute été blessé, donc il est peut-être blessé aussi. Donc il y a peut-être aussi Jordan Amavi pour remettre des buts pour Toulouse. Enfin, Non, c'est pas si fou que ça en fait quoi. Un 2-0, un 3-1. Un 2-0, oui, c'est largement plausible, quoi. Après, C'est pas fou. Ouais. C'est moins fou que ce que cette cote C'est vrai que montre. quoi. en plus, selon le scénario, l'OM peut complètement lâcher quoi, Oh oui. en cours de match. Ouais. je suis mal à mon Franchement. OM. Mais c'est très probable. ouais. Allez, on passe au combiné du week-end. Donc, on a fait le combiné spécial maintien. Parce qu'il y a des matchs intéressants quand même. Lyon-Caen. Lyon-Caen, on a mis une victoire de Lyon. Bon, Même si Roland, il va t'inventer Roland va des trucs tenter un chelous, coup genre tactique, mais ça va Enzo être... Crivelli libéraux de la Un défense. petit nul n'est pas improbable. Hein. C'est vrai moi, que je vois bien Lyon finir avec 2 victoires là. Pour jouer le... Bah, c'est leur dernier match à domicile, je pense qu'ils vont... Ouais. Et puis ils vont surfer sur la bonne dynamique de la victoire contre l'OM qui leur a fait du bien quoi. Exactement. Monaco-Amiens. Ah ouais, ça c'est un match mine de rien c'est important pour le maintien. On a mis un match nul. La cote est à 3,5. Ça, c'est limite le match le plus intéressant du week-end. ouais, Largement. Parce que c'est le dernier avec de l'enjeu en fait. Ah ouais, parce qu'Amiens, en fait, ils se pensaient sauvés, mais vu qu'ils gagnent plus trop ces dernières semaines, et là, ils ont fait nul. C'était contre qui déjà? Je sais plus. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas réussi à les battre. Et donc, ils sont toujours à. S'ils prennent une victoire, ils auront de fortes chances d'être sauvés. Et il faut qu'ils aillent la prendre. Ils sont au même nombre de points, il me semble, que Monaco, qui est dans une merde noire et qui n'arrive pas à en sortir. Donc, ça va être un match en jeu, quoi. PSG Dijon pour terminer ce combiné. On a mis un match nul avec une super cote à 5,5. Et ouais. Et t'as oublié de dire que Monaco-Amiens, on avait mis match nul aussi. Ouais, on a mis match nul. Je l'ai pas dit? Non. Si. Non. Ah, Si, si, si. Ah, tu vois, Bon, Titi suit. moi, je dors. Titi suit. Tu n'écoutes pas moi. Ouais. Non. PSG Dijon match nul. La cote est à 5,5. Ça vous paraît cohérent ou ils vont quand même gagner un dernier match? Enfin, moi, je voulais mettre victoire de Paris parce que c'est là aussi leur dernier match à domicile. Faut pas déconner.
Dijon est sur une petite dynamique, ils se remettent à y croire en fait au maintien. fait de s'en sortir. Donc ça peut les pousser contre pour le coup des gens qui sont en vacances depuis 3 mois. Quoi. Le PSG ne met plus un pied devant l'autre. Et tu me disais en plus, Thierry? Bah, ils sont Neymar, Mbappé suspendu. C'est vrai. Ils sont en tongue, quoi. Hein. Ouais. Et puis après, tu as aussi la variante Antoine Camboiré, des couilles et des hommes, et anciens parisiens, tout ça. Mais cependant, s'il y a bien un club que j'aimerais voir descendre, je suis désolé pour mes amis dijonnais, mais c'est justement Dijon parce que j'aimais beaucoup cette équipe avec Dalloglio et de virer un bon entraîneur pour prendre un mec typique Ligue 1, on va leur rentrer dedans, vous méritez de descendre. Désolé. Un coach qui aura peut-être amené 2 clubs en Ligue 2 cette La même saison. Ça, c'est une belle C'est performance. quand même une sacrée perf. Il Si retrouvera vous sans nous doute suivez- un club l'an prochain. Donc. Si vous nous suivez sur ce combiné sur Unibet, la cote boostée est à 24,09 pour être précis. Donc là, il y a moyen de faire de l'argent. Un petit billet de 10 €, oui. Hein. Et n'oubliez pas, pour faire de l'argent, chaque week-end, c'est penalty pour Lyon. Allez messieurs, nouveau format sur Football Club de Marseille. Dans Débat Foot Marseille, c'est l'interview de la semaine. Et cette semaine, Chacha, JCDB, est allé à la rencontre de Albert Aymon. C'est tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes sur Mandelieu pour rencontrer Albert Aymon pour nous parler de la situation de l'Olympique de Marseille. Merci de nous recevoir chez toi, ici. Magnifique. L'actualité de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, ce que tu ressens de ce club, comment le club est géré, comment tu le perçois en fait? Je pense qu'il repart souvent de zéro. Quand je dis de zéro, c'est un mauvais terme. Il repart toujours dans des périodes d'adaptation. C'est vrai que le nouveau président de l'Olympique de Marseille est arrivé il y a 1 an et demi, 2 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi, pardon. Et en 2 ans et demi, on ne peut pas créer un club, pas encore. C'est très difficile. C'est difficile, mais alors tu vois, tu me parles que c'est difficile, mais on a entendu des propos de communication, notamment d'Hérault, le président de l'Olympique de Marseille, de parler beaucoup de sociétés, d'aller se renseigner auprès de sociétés, mais ça reste quand même un club de football. Non, mais quoi qu'il en soit, que ce soit société ou pas, quoi qu'il en soit, c'est l'équipe 1. La Ligue 1, c'est l'équipe 1 de l'Olympique de Marseille qui fait le club. C'est la locomotive. L'Olympique de Marseille, quand vous avez une pyramide, la pyramide d'en haut, c'est l'équipe. C'est l'équipe. Et certainement, aussi un grand président. Ça, c'est important aussi. C'est important aussi. Pourquoi? Parce que tout ce qui est en dessous, il faut que travaille pour que ces 2 choses-là pérennisent le club, soient toujours en avance sur les autres, etc. etc. Que ce soit pour l'équipe ou que ce soit pour le côté club. « 340 millions de budget quand même. On n'a rien. On n'est pas qualifié pour une Ligue de Champions, une Europa League. On s'est fait éliminer en Coupe de la Ligue au premier tour et en Coupe de France au premier tour quand même. C'est vraiment un échec énorme. Après, la protection, par exemple, je veux rien dire, mais de perdre contre une équipe de CFA ou de National 2 ou National 3 en Coupe de France, personne n'en a parlé. Ouais, mais c'est. En fait, ils arrivent tout le temps à étouffer ces genres de situations. La remise en cause ou l'effet de dire là c'est un échec important, ça minimise beaucoup de choses. Et les joueurs, si vous les protégez trop, un joueur, plus il a peur, mieux il joue. Ok. Ça veut dire qu'il va se motiver 2 fois plus, il va travailler 2 fois plus, etc. Et ça. S'il n'a pas peur, il jouera en dents de scie. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà pour l'interview de la semaine. Sachez qu'il y aura une version longue la semaine prochaine. Ça sera diffusé sur footballclubdemarseille.fr et sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille. Messieurs, vous avez entendu Albert Aymon. Alors on va en discuter un petit peu parce qu'il y a eu deux thèmes abordés lors de cet entretien. Albert Aymon nous dit on ne construit pas un club en 2 ans. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, Titi? C'est pas qu'on reparte de zéro comme il dit. Chaque fois, les dirigeants nous ressortent c'est une année de transition avant de faire une grande saison. Mais des années de transition. Des années de transition, ça fait 15 ans qu'on en fait, quoi. Un club, ça, je pense que ça, par cycle,
en fait. C'est des cycles qui peuvent être de 3, 4, 5 ans. Et là, on se rend compte qu'en fait, cette nouvelle équipe a créé un tout petit cycle avec des vieux et qui prend fin avant même d'avoir commencé finalement quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est fini. Enfin, on a on paye l'addition avant d'avoir eu le plat de résistance. Donc on est un petit peu frustré et on doit repartir sur un autre cycle de plus bas avec moins d'argent. Et donc je ne sais pas si un club se construit en 2 ans, mais toujours est-il que là, si construction il y a eu, elle a été faite de manière hasardeuse, quoi. Ouais. Mais justement, en fait, moi, c'est pas vraiment ça qui m'a plus marqué dans cet extrait de l'interview, c'est qu'il dit... en fait, on sent Albert Raymond, c'est comme Franck Passy, on ne sait pas José Mourinho et Pep Guardiola, mais c'est des serviteurs du club, c'est des hommes de terrain, c'est des gars, tous les matins, ils vont sur le terrain, ils mettent des plots, ils sont avec les ballons, c'est d'anciens joueurs de foot, c'est le terrain. Et donc, ces mecs-là, logiquement, ils disent, un club, c'est d'abord une équipe première. Et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est quand même, est-ce que ce projet de l'OM, c'est d'abord l'équipe première? Ça, c'est une question. Est-ce que l'équipe première est au centre du projet, en fait? C'est ça? Voilà, et au top de la pyramide, comme il dit, est-ce que c'est ça? Parce que donc ces mecs-là qui sont d'anciens joueurs de foot, après des entraîneurs adjoints, centres de formation, qui sont que dans le ballon, est-ce que... du coup je pense pas. Je pense qu'il y a... En fait, je suis pas sûr que l'équipe première soit entièrement au centre. Tu vois, je pense que elle fait partie des préoccupations, mais c'est une des préoccupations parmi d'autres, comme l'exploitation du stade, les fameuses LED, le développement de la fan expérience, de la marque, tout ce genre de choses. Et c'est peut-être un petit peu ça, où forcément, et moi je pense même que c'est tout à leur honneur, à ces mecs-là, justement, c'est peut-être ça qui rate, et peut-être qu'ils le ratent justement parce que c'est des hommes de football. Et je pense qu'ils ont bien raison de l'être parce que, moi je suis plutôt d'accord avec ça. Je pense qu'il faut d'abord que l'équipe première se développe, mais je suis pas sûr que Jacques-Henri Hérault n'ait que ça dans sa tête au moins. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui et non, dans le sens où l'équipe première est quand même la base. Ils ont besoin de résultats sportifs pour nourrir leur machine de marketing, de sponsoring, etc. Et tout ce qui crée à côté, ce marketing, etc., est fait pour au final nourrir l'équipe première. C'est ce qu'ils disent. On fait des réseaux sociaux, on fait des trucs avec des vues et tout, parce que ça va nous apporter du public et de la visibilité qui apportera des sponsors. Et au final, voilà, mais c'est ça qui te paye un Gustavo. C'est ça qu'ils te disent, quoi. Mais c'est un rouage, en fait. C'est un peu comme le charbon. C'est un peu comme le charbon pour faire marcher la machine. Mais la machine, elle est... en fait, je pense, en effet, je pense pas que Jacques-Henri Hérault, ils se disent, on s'en bat les couilles de l'équipe première. Je pense pas qu'ils se disent ça. Il faut que je suis vraiment très vulgaire, désolé. Mais par contre, je pense qu'en effet, il n'y a pas que cette préoccupation-là dans ce projet-là. Et je pense que c'est dommageable parce que si tu n'as que cette... Et je pense qu'il devrait y avoir que cette préoccupation-là et après les autres. Je pense que cette préoccupation-là devrait être largement au-dessus du reste et je n'en suis pas persuadé. Mais je ne dis pas qu'ils s'en foutent de l'équipe première. Mais je pense que dans le développement du club récent, on réfléchit peut-être un peu moins au développement de l'équipe première qu'on réfléchit au développement de la marque et de l'ensemble commercial de l'Olympique de Marseille. C'est une question de management aussi. Moi, je pense que Jacques-Henri Hérault, ce qu'il a voulu faire et ce qui est une de ses grandes erreurs, c'est qu'il a voulu être en retrait sur le plan sportif. Il ne voulait pas être le genre de président qui va dans le vestiaire avant, qui fait la compo entre guillemets, tout ça, et qu'il a voulu confier ça un petit peu à Zoubi et surtout à Garcia, quoi. Énormément à cette personne qui est encore entraîneur de l'Olympique de Marseille aujourd'hui. mais c'est ça, tu vois, pour continuer là-dessus, c'est un problème quand même parce qu'au début il dit ça et ça manque un petit peu de ligne directrice parce que par contre il s'implique sur le recrutement de Balotelli alors qu'on a lu dans l'équipe par exemple que c'était pas trop la tasse de thé de Zubizarreta, donc ça je l'ai déjà dit une fois, Zubizarreta j'ai beaucoup de sympathie pour lui. Tout le monde se prend en jeu aussi à un moment donné. Mais il semble incapable de s'imposer dans ce triumvirat, donc ça c'est
le gros défaut de Zubizarreta, donc on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon parce que le mec, il est toujours en retrait. Et après, Hérault, alors à la base, il n'est pas censé être là-dedans, mais même en apportant un soutien indéfectible à Garcia, bah, quelque part, tu te mets dans le sportif très très fort, en acceptant la situation de fait que Zubizarreta, il ne serve à rien, à part faire des photos, tu te mets dans le sportif, et en poussant sur des trucs comme le transfert de Balotelli, eh ben, tu te mets aussi dans le sportif. Donc il y a un truc qui n'est pas clair là-dessus, et parce que je pense que c'est pas là-dessus. Je pense que Hérault peut être bon sur certaines choses, mais sur le sportif, il est mauvais. Et sa première erreur sportive, c'est d'avoir donné tant de pouvoir à Garcia. Titi, dans cette interview, Aymon parle aussi de la communication un petit peu du club après l'humiliation d'Andrézieux, qui est passé pour une simple contre-performance en fait. Et derrière, il ne s'est rien passé. Tu vois, on a minimisé cette défaite, cette élimination. Et un petit peu comme tout au long de la saison en fait. La Coupe d'Europe ça a été ça, la Coupe de France ça a été ça, la Coupe de Ligue ça a été ça. Et du coup il n'y a jamais eu de grandes décisions qui ont été prises. T'en penses quoi toi de ça? Tu penses que c'est aussi une grosse erreur? Pour moi c'est une grosse erreur du triumvirat du club, quoi, de minimiser au maximum les défaites du club en disant, en croyant, entre guillemets, que les matchs après, l'équipe allait remonter, qu'on allait pouvoir tenir les objectifs à la fin de la saison, alors que c'était tout le contraire. Moi, je pense qu'ils se sont littéralement explosés dans le mur depuis cette défaite en Andrézieux, alors que si à l'époque le président avait tapé du poing sur la table et limogé Rudy Garcia de suite, je pense que les objectifs à la fin de la saison, ils auraient pu être, on aurait pu rentrer dans les clous et peut-être se qualifier pour la Ligue des Champions. Tandis que là, on va finir quoi, 7e, 8e, avec peut-être voire même 15 défaites en championnat, ce qui n'est pas arrivé depuis Mathusalem. C'est gravissime, quoi. C'est catastrophique, quoi. Vous en pensez quoi, vous, de ça, monsieur? Complètement d'accord. Il y a eu en fait une relativisation de choses très scandaleuses. Ce qui m'a mis, moi, la puce à l'oreille, c'est en début de saison, quand on perd ce match Vélodrome contre l'équipe B, voire l'équipe C du PSG, et qu'on parle de la formidable première période, on se dit que vous comprenez pas forcément ce qu'est l'OM et ce qu'on attend de vous, quoi. Et ça était ça à chaque match, et on en est au point où on devine ce que va dire Rudy Garcia avant qu'ils le disent. Ouais. C'est que ces gens-là sont en pilotage automatique et n'ont finalement jamais eu de remise en question dans leurs réflexions, dans leurs méthodes et puis dans leurs actions, quoi. Mais on en revient à cette prolongation, c'est ça aussi le nœud du problème. Peut-être ils avaient l'habitude de le faire peut-être un petit peu avant, mais vu qu'ils ne pouvaient pas se déjuger, ils se sont tous protégés. Et donc, aucune remise en question possible. Oui, après, Albert Aymon, il dit aussi un truc qui est un peu extrême, mais qui est intéressant sur le management. Il dit un joueur, s'il n'a pas peur, il ne performe pas bien. On peut aussi le reformuler, s'il est trop dans le confort, il va mal performer. Et je pense que c'est un peu la même chose pour l'entraîneur. L'entraîneur, il a été mis dans un confort extrême. Il y a des moments où apparemment il s'est un peu remis en question, notamment en faisant venir Denis Troche, etc. Mais je pense que tout le monde dans ce club est dans un confort extrême où on se conforme dans cette petite médiocrité en disant oui, mais nous on a un plan d'entreprise, donc on n'a pas peur, on s'en fout, on va réussir, in fine on va arriver à nos objectifs, et in fine on arrive à la 8e place et on s'est jamais remis en question, et on a raté ce truc qui fait partie du sport de très haut niveau, qui est peut-être pas la peur, mais en tout cas cette espèce de motivation dont il parle. Je pense pas qu'avoir peur ce soit forcément bon, mais la seule manière dont Rudy Garcia a remis en cause ces gens-là, donc Rudy Garcia lui il n'a pas été remis en cause jusqu'au mois de mai, et les humiliations qu'on subit actuellement. Et les joueurs, c'est ça y est, toi, t'es mort. Toi, tu vas sur le banc jusqu'à la fin de ta vie et c'est tout. C'est la seule chose. Donc ça, c'est pas de la peur, ça, c'est de la punition. C'est même pas du truc, c'est... Donc voilà, en fait, on a trop été dans le confort dans ce club. Et on en revient aussi au président qui est en retrait. Est-ce que c'était pas aussi son rôle de venir s'exprimer après certaines défaites, de prendre certaines grosses défaites, des humiliations? Ouais, il y a oui, beaucoup. Et jamais un mot de sa part. Encore aujourd'hui, après Lyon, il s'est pas exprimé. Il s'est jamais exprimé
de la saison. Ça donne l'impression qu'il se cache un peu et tout le poids de la communication sur les conférences de presse de Rudy Garcia sur les zones mixtes. Très mauvaise idée. Et sur les zones mixtes des joueurs. Très mauvaise idée. Ce qui crée le truc de Florian Thauvin après Bordeaux où il y a un craquage total. C'est-à-dire que cette pression-là, en fait, elle n'est pas endossée par le président. Lui, la seule communication qu'il fait, c'est un tweet tous les 6 mois. Et des présentations PowerPoint dans des trucs de start-upper où il veut des trucs en titane et machin. Enfin, on comprend pas trop ce qu'il fait là et on comprend pas trop ce qu'il fait au quotidien, Jacques-Henri Hérault. On sait ce qu'il fait, il travaille surtout le parasportif, etc. Mais on a besoin d'un taulier qui tape du poing sur la table publiquement, ne serait-ce que pour rassurer les supporters et pour montrer qu'il y a un chef à bord, quoi. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord parce que moi, j'aimerais bien qu'on sorte un peu de ce fantasme du grand président qui transperce le foot français depuis Claude Bèze, Bernard Tapie, etc., qui était Carlo Molinari, tous ces mecs-là des années 90. Bon, c'est des gens qui ont fait de grandes choses dans le foot, etc. Bon, certains ont fini en prison, des trois que j'ai cités d'ailleurs, mais bon, ou Jean-Michel Aulas, voilà, par exemple. Et c'est très bien, ok, c'est un type de président. Moi, si le président, il dit le sportif, j'y touche pas, mais par contre, j'ai plusieurs hommes qui peuvent bien gérer ça. Le truc, c'est que à la limite, j'aurais préféré entendre Zubizarreta, j'aurais préféré que Zubizarreta ait du pouvoir, et j'aurais préféré que Zubizarreta vienne après des défaites, par exemple, apporter peut-être un autre son de cloche à Rudy Garcia, parce que lui connaît le sportif. Jacques-Henri Hérault, c'est un directeur général, donc déjà qu'il essaye de bien traiter les ultras, ce serait important, ça fait partie de ses prérogatives. Il ne peut pas. Et après, qu'il développe bien les choses et qui juste mettre une pression sur les hommes qui sont censés avoir du pouvoir, parce que là, dans le triumvirat, donc, on a un Jacques-Henri Hérault qui semble naviguer à vue entre, comme tu disais, les machins en titane et la confiance extrême à Rudy Garcia. Andoni Zubizarreta, qui est l'homme de l'ombre, tu sais pas à quoi il sert, mis à part être très sympa apparemment avec les parents sur les terrains, etc., parce que c'est un mec qui a l'air d'être adorable. Mais bon, et un Rudy Garcia qui a tout pouvoir. Donc là, en fait, le triumvirat, c'est n'importe quoi. Les pouvoirs sont mal répartis. Que ce soit Hérault, le président ou une autre personne, le directeur sportif, il faut qu'il y ait une figure qui représente l'autorité du club. Et tu ne peux pas laisser uniquement l'entraîneur qui, lui, de toute façon, va chercher à se protéger. Voilà, tout à fait. Donc l'autorité sportive, ça devrait être Garcia et Zubizarreta. Zubizarreta, on ne sait pas à quoi il sert. Et si on le sait un petit peu, mais je veux dire là-dessus, sur les résultats de l'équipe première, il n'en a aucune d'autorité. Et après, l'autorité au-dessus, ça devrait être Jacques-Henri Hérault. Sauf que là, tout est mélangé, c'est le bordel dans ce triumvirat. C'est ça le problème. Allez messieurs, on va passer aux infos de la semaine, mais ça sera uniquement sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille. Et ouais, parce que l'émission s'arrête sur Provence Azur TV, Var Azur TV. Merci messieurs, à tout de suite, on prolonge le débat sur footballclubdemarseille.fr. Allez messieurs, les informations de la semaine concernent éventuellement le futur entraîneur de l'Olympique de Marseille, parce que là on est tous en train de se mettre un petit peu à rêver, non pas du départ de Rudy Garcia, mais surtout de son éventuel successeur. Et ouais. Alors il y a une info comme ça. On a arrêté de rêver déjà. Le rêver, c'est plus le bon mot. Il y a une info comme ça qui est sortie il y a quelques jours, qui a fait grandement rêver les supporters de l'Olympique de Marseille. C'est Claude Puel. Et ouais. Claude Puel. Qui serait dans les petits papiers de Jacques-Henri Hérault, ou en tout cas de la direction de l'Olympique de Marseille. C'est une information Canal+. On sait Olivier pas, Talaron, pour être exact. Olivier Talaron. T'en penses quoi, toi ? On va commencer par toi, Titi, supporter ultra depuis des années et des années. L'info Canal+, je la prends au second degré parce qu'ils n'ont jamais les bonnes infos. Prends-toi ça, la chaîne cryptée. Et après, le nom de Claude Puel ne me fait pas du tout rêver, puisqu'il a craché sur le club pendant des années. Donc, je ne le vois pas venir en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Moi, Comment ça, tu ne le vois pas venir si tu lui fais un contrat, le mec il vient. Ah oui, non, mais c'est certain. Il va prendre 150 000 € par mois. C'est certain que si la direction le signe, il va venir, il va prendre son salaire et il sera entraîneur du club. Ouais. Mais moi, personnellement,
c'est pas un nom qui me fait rêver, quoi. Nico, comment t'as réagi toi à cette information? Je vais me faire l'avocat du diable et je vais dire que si l'on dépassionne le truc autour de son nom, de son historique, etc., c'est un bon profil. C'est malheureux à dire, mais c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui connaît bien la Ligue 1, qui a pris un gros club comme Lyon, même si ça s'est mal passé là-bas, bien que mal passé, ils ont fait un dernier carré de Ligue des Champions avec lui quand même. C'est quelqu'un qui pourrait venir, c'est-à-dire que c'est pas un nom qui est extravagant, parce qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à notre attractivité, quoi, qui va être très très limitée. Et c'est malheureux à dire, mais je sais pas si on pourrait avoir un coach plus réputé et plus fiable qu'un Claude Puel. Après, je suis d'accord avec vous, c'est un nom extrêmement antipathique et qui n'est pas un ami de l'OM du tout, quoi. Alors, virer un entraîneur qui est détesté par les supporters pour en recruter un qui est encore plus détesté par les supporters, est-ce que ça serait pas la force de la direction olympienne? Oui, en fait, tu vois, je suis d'accord avec ton argumentaire, sauf qu'il perd tout crédit malheureusement dès la première phrase, c'est-à-dire que ici on dépassionne. Et le football, on fait que ça, le dépassionner. Et moi, si on dépassionne le football, je vais arrêter de m'y intéresser. Il y a d'autres sports parce que sinon, ça sert à rien sans la passion. Le football, sans la passion, c'est un beau jeu. Mais le handball, c'est un très beau jeu aussi. S'il n'y a pas la passion, je veux dire, moi, si j'aime tant le football, c'est parce que c'est un très beau jeu, c'est un très beau sport où tu as d'autres choses, tu as des choses tellement plus fortes. Sans les 60 000 personnes du Vélodrome, t'es pas l'OM. Sans les 60 000, sans la passion, t'as pas les 60 000 personnes du Vélodrome. Le football, c'est une culture, c'est pas qu'un sport. Donc, dans cette culture, Claude Puel s'inscrit en ennemi mortel de l'Olympique de Marseille. On va me dire, oui, mais regarde, Basile Boli, il était aussi pour le PSG, Lorik Sana et Gabi Heinze. Non, c'est pas une haine nourrie sur 30 ans. Claude Puel, c'est une haine nourrie sur 30 ans contre l'Olympique de Marseille, répétée à longueur de temps. Il y a l'époque des années 80-90 où, selon lui, on lui a volé tous les titres de champion qu'il aurait dû avoir avec Monaco. Il y a eu des choses dans les années 90, mais à part lui, Emmanuel Petit, il y a rarement des personnes qui ont été aussi vocales sur le sujet. Après, tu as le fameux épisode du tunnel là, au Vélodrome où Monaco vient jouer à l'OM. Ils sont déjà champions. Ils ont une demi-finale de Coupe de France quelques jours après. Les joueurs de Monaco se disent « Nous, on veut jouer la demi-finale de Coupe de France. On a encore envoyé l'équipe B à Marseille. » Claude Puel, il dit « Non, on va avec l'équipe maximale. Il faut tout donner avec l'idée subconsciente d'envoyer ce club en Ligue 2. Il fait partie des gens qui voulaient envoyer ce club en Ligue 2 parce qu'à l'époque, on lutte contre la relégation. Donc ça se passe super mal. Monaco flingue la fin de sa saison sur ce match-là parce qu'ils perdent leur finale de Coupe de France. Et à la fin, Claude Puel, il en veut pas à ses joueurs d'avoir perdu la demi-finale de Coupe de France. Il leur en veut d'avoir perdu ce match au Vélodrome. Après, il vient au Vélodrome avec Lille. À chaque fois, il y a des petites allusions à l'arbitrage. Je me souviens d'un OM Lille, je pense qu'on gagne 4-2 avec au moins un but de Sivelli, voire deux. J'aimais beaucoup Renato Sivelli, même s'il était très limité. À la fin, Claude Puel dit « Ouais, l'arbitrage, on sait comment c'est au Vélodrome, c'est toujours pareil. » Toujours plein de petites piques comme ça. En 2009, il est entraîneur de Lyon. Il reconnaît dans une interview à SoFoot en fin de saison, on a choisi notre successeur, c'est-à-dire qu'il va jouer à Bordeaux en tongs, il vient jouer à Marseille, mais à 3000%, avec Benzema et Juninho qui sont à 3000%. Il célèbre les buts comme s'il avait gagné la Coupe du Monde à chaque fois. Ça compte. Le football, c'est une culture. Moi, j'en ai marre qu'on piétine cette culture. Et puis pourquoi en plus? On va me dire pour la performance. Ouais, c'est bon, c'est Claude Puel, quoi. Au mieux, on fait une Ligue des Champions. Donc, on va donner notre honneur. Vous vous rendez compte qu'on est en train de se dire, peut-être que notre honneur, notre fierté, notre culture, on va la jeter aux orties parce que le mec, il est quand même capable de développer des jeunes. Franchement, je préfère finir 15e avec Mitchell que de finir en Ligue des Champions avec Claude Puel, et ça me fera souffrir. Et limite, alors que je rêve d'un départ de Rudy Garcia, ça me fait très mal, c'est très difficile pour moi de le dire. Mais je préfère que Rudy Garcia reste que Claude Puel. Vraiment. Après, il faut avoir de la culture, il faut avoir de la fierté, il faut avoir autre chose dans le football. Est-ce que ça, on dirait pas aussi long sur la phase 2 du projet, en gros? C'est-à-dire des jeunes joueurs, les faire grandir et peut-être faire du trading de joueurs aussi avec un entraîneur qui est capable de faire ça? Ils sont obligés maintenant de faire du trading parce qu'il n'y a plus de sous. Donc
ils vont être obligés de créer de la richesse, mais c'est un modèle qui a des risques parce que il faut avoir une bonne cellule de recrutement, il faut avoir un directeur sportif compétent, un Luis Campos par exemple, suivez mon regard de ce qu'il a fait à Monaco et puis à Lille. Et ça, rien ne dit qu'on l'a. Et si ça ne marche pas, c'est risqué. C'est précisément ce qui se passe à Monaco là, où depuis qu'il n'est plus là, l'équipe, lentement, elle décline pour en arriver à la catastrophe où ils en sont là. Donc c'est un modèle risqué. Et donc il faut un coach qui soit en mesure de faire ça, que ce soit Claude Puel ou plus probablement un autre. Chaque envie ne prend pas Puel parce que tu vas le rendre fou sinon. Ouais, sincèrement, je sais même pas si je peux continuer à suivre l'OM si Claude Puel est entraîneur. Je sais pas. C'est contre tous mes principes, contre tout. Mais quel type d'entraîneur il faudrait alors? Mais juste un petit truc. Je voudrais juste rajouter un truc, c'est que Claude Puel, qu'il est Marseille, ça fait partie du football. Et ça, je lui en veux pas de haïr Marseille. J'en voudrais juste. Enfin, c'est juste que. Très bien, c'est notre ennemi, bah très bien, il vient pas chez nous. Et pourquoi pas, tu as besoin d'ennemis aussi pour avancer, pourquoi pas, très bien, Claude Puel c'est notre ennemi, très bien, mais qu'on arrête de tout oublier, c'est juste ça qui me dit. Claude Puel, c'est comme Fabrice Fiorez à l'Olympique de Marseille, c'est pareil. Non, c'est plus, c'est 30 ans. C'est ça le truc, c'est moi j'en ai marre parce qu'on me dit toujours ces trucs, comme quand on dit ah je veux plus de Balotelli, on dit bah alors tu veux Mitroglou? Bah non, il y a peut-être un monde entre les deux. C'est plus que ça. Alors Fabrice Fiorez, c'est vrai que c'était là c'était un peu la limite, là on avait déjà été loin. Mais là c'est plus, Claude Puel c'est répété, c'est sur le long terme, c'est 20-30 ans, c'est une vie. Et puis c'est un nom qui est sorti, on sait comment ça marche, peut-être que le club prend un peu la température pour voir comment ça sort, mais il y aura d'autres opportunités, il y aura d'autres noms qui sortiront. Par exemple moi, mon choix idéal, entre guillemets, rêvé compte tenu de nos moyens, ça serait un Claudio Ranieri qui sort sur une saison très galère, mais qui lui aussi est un bâtisseur, qui sait ce qu'est un grand club, qui connaît la Ligue 1 et qui va un peu apaiser la situation, qui est un mec avec une certaine empathie qui pourra permettre de créer un truc qu'on pourra suivre en tant que supporter et qui pourra aussi former des jeunes, qui connaît la Ligue 1, tout ça quoi. Il faut un étranger, clairement. À la base, je rêvais pas, mais là, tu me vendais Ranieri. J'ai tellement peur de Claude Puel que j'avais un sourire, j'étais rassuré dans mon fort intérieur, je me sentais bien. Alors que toi, c'est pas un coach qui me fait rêver. Tu voudrais plutôt un étranger? Moi, je préfère un entraîneur étranger, ouais. Pourquoi? Les entraîneurs français, ça te fait pas rêver? Non. Claude Puel, ça te fait... Non, bah, aucun me fait rêver. Alors, la Ligue 1 est-ce que Heinze, par exemple, ça te fait rêver? C'est un nom qui revient souvent, en tout ça cas, me fait plus rêver que Claude Puel. Qui a été lancé par qui un petit peu? Par un site internet qui a commencé à en parler très tôt dans la saison. Très tôt. Mais Heinze, il joue dans un club argentin qui est quand même réputé, qui est Vélez, donc pour le chercher c'est pas facile. Et puis 2, il a dit qu'il voulait pas partir de Non mais il est là-bas. en fin de contrat là. Ouais. Il est libre en fin de saison. Ok, bah tu me l'apprends. Et puis 3, un coach qui vient d'Amérique du Sud et qui arrive en Europe, c'est pas le même sport. Hein. Donc, Oui, mais il a évolué quand même en Europe. Il a évolué au club. Mais pas comme coach. Oui, alors, non, juste avant de poursuivre sur Heinze, c'est Édouard Cissé, l'ancien Olympien, qui en a parlé dans la Provence ce matin. Je vais le citer. Donc lui, il dit oui, effectivement, c'est toujours un fantasme. Il sait pas trop si ça peut marcher. Il dit je sais pas. C'est toujours un fantasme. J'entends les supporters et je comprends qu'ils aient envie de Gabi, qui viennent parce qu'ils représentent un petit peu la grinta, le combat et puis des valeurs de dingue. Mais est-ce qu'il ne va pas lui aussi se brûler les ailes au bout de 4 mois si ça ne fonctionne pas? Tout est lié au résultat. Tout est lié au résultat. Je ne sais pas si même lui, il peut être épargné par ça, quoi. Il a tout à fait raison. Édouard Cissé, c'est quelqu'un d'intelligent, malgré son passé de parisien aussi très très fort. Il a été champion chez nous, mais, ça va quand même. Et puis il a jamais eu une haine. Enfin voilà, bon, il faut que j'arrête avec ça. Mais il a tout à fait raison. Après, le truc, c'est prendre un risque de prendre un entraîneur étranger, comme vous l'avez dit aussi. On ne sait pas non plus ce que ça peut donner. On ne sait pas si ça va réussir. Mais c'est un peu ce qui tue le football français, c'est qu'on prend jamais de risque. C'est qu'on tourne avec notre petite poule, notre petit pool de consultants Canal là.
On dit, on prend toujours les mêmes et on n'évolue pas. Le football n'évolue pas en France. Alors que ce qui est très marrant, c'est qu'on entend aussi fréquemment les entraîneurs français dire oui, mais pourquoi vous voulez aller chercher des étrangers? On est très compétents, etc. Machin. Oui, mais on voit le niveau des entraîneurs français. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez fait en Première Ligue au milieu des années 90 et 2000 quand vous étiez les étrangers en Première Ligue, que vous avez apporté, parce que le football français a beaucoup apporté au jeu en Première Ligue. À l'époque, dans les années 90, les entraîneurs français étaient en avance sur plein de points, la nutrition, etc. Mais donc quand eux étaient les étrangers, ça allait, c'était bien. Mais quand les étrangers viennent, alors là, c'est pas bien. Il y a un problème là-dessus. Moi, ça me plaît pas du tout. Après, Gabi Heinze, donc forcément, j'ai une grande affection pour lui aussi, malgré son passé de Parisien, parce que pour le joueur qu'il est. Après, pour avoir vu des matchs de Vélez, parce que je m'y suis un petit peu intéressé, et tu vois qu'il a des idées de jeu et qu'il a très peu de moyens, parce qu'en fait, Vélez, c'est un peu un club de second rang en Argentine depuis quelques années, même si c'est un club qui a une histoire, mais même historiquement, c'est un peu un club de second rang. Mais bon, de beau second rang, on va dire. Et il fait des choses, il a une vraie philosophie, et puis c'est Gabi Heinze. Et je me dis que tant qu'à aller chercher un Argentin, lui connaît ce que c'est le très haut niveau en Europe. Et je me dis que même par rapport à un Bielsa qui ne gagne pas, etc., peut-être que Bielsa, peut-être que Heinze, justement, ça peut plutôt être quelqu'un avec des principes, mais qui sait aussi comment gagner. Parce que c'est quand même un sacré winner, quoi, Gabi Heinze. Donc, ce serait un pari. C'est sûr et certain que ce serait un pari. Après, est-ce qu'il se brûlerait les ailes? Il s'est déjà brûlé une fois les ailes à Godoy Cruz. Ça ne l'a pas empêché de se relancer derrière à Argentinos Junior, où les ultras le détestaient. Et les ultras en Argentine, c'est les ultras en Argentine. Il a fait le dos rond. Après, il l'a adoré au moment où il est parti. Il les a fait remonter. Et là, Vélez, il fait du bon travail. Donc, c'est quelque chose qui se tente. Après, bien sûr que c'est un risque et peut-être que ça ne peut pas fonctionner. Et voilà, après, j'ai envie qu'on prenne un risque et qu'on fasse quelque chose de spécial, quoi. Tu imagines les conversations entre Jacques-Henri Hérault et Gabriel Heinze dans le bureau, quoi. Enfin, faut voir ça aussi. C'est complètement incompatible. C'est incompatible parce que je pense que Hérault, il veut un coach qui soit bon client, qui puisse comprendre les enjeux de marketing, de réseaux sociaux, de communication, de machin. Mais justement, il faut peut-être prendre un tournant. Par contre, t'imagines les discussions entre Zubizarreta et Heinze? Ah bah ça serait passionnant. C'est-à-dire que Heinze, c'est no access dans le vestiaire. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas les médias de l'OM qui ont le droit de mettre un pied dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille. Ça va être la guérilla, comme déjà Bielsa. ça quand il était joueur. Mais on peut supposer que c'est le genre de mec qui a besoin de mettre une tension, de mettre une intensité, un truc, et que le tournant bisounours qu'a pris le club n'est pas compatible avec ça. Après, c'est vrai que c'est le bon moment pour changer ce truc-là, quoi. C'est évident. Voilà, donc après, ce serait un risque, et Edouard Cissé, il a raison quand il dit est-ce que c'est bon pour lui, etc. Moi, je pense que la carrière d'un entraîneur, elle est courte aussi, et que pour lui, ce serait un beau challenge, et que tu vas le chercher, tu lui dis bon voilà, on va prendre des jeunes, etc. Tu vois, imagine Camara boosté par Heinze, quoi. Il va savoir. Et puis Heinze, en plus, il sait comment engueuler contre les arbitres de manière intelligente, pas comme la personne qui est actuellement coach de l'Olympique de Marseille. Autre nom qui est apparu dans les médias un petit peu, il n'y a pas vraiment d'infos, mais c'est une rumeur qui circule, c'est Galtier. Et ouais, Galtier qui... Vous y croyez à la rumeur Galtier? Pas du tout. Ou pas du tout, parce qu'à Lille, il est indélogeable, on ne peut pas aller le chercher, on n'a pas l'argent. Pourquoi est-ce qu'il viendrait dans un club qui est à Payolle et qui parce que c'est son club. Reconstruire. Oui, certes, mais et que lui a toujours eu envie de venir. C'est un petit peu un de ses objectifs de carrière. Un de ses objectifs de carrière aussi, c'est aussi de jouer la Ligue des Champions. Le train de l'OM repassera pour lui, vu comme est le club, alors que le train de la Ligue des Champions, c'est pas sûr qu'il repasse. Donc là, je pense qu'il va vouloir la jouer. Il a touché ce truc qui pourchassait avec Saint-Etienne depuis des années. Donc là, il va pas bouger. Surtout le club va le mettre bien, il va être revalorisé, il va avoir une main sur le recrutement, sur les joueurs qu'il va refuser de vendre, etc. Donc c'est improbable qu'il vienne, à mon avis. Ça te plairait, toi, de voir un Marseillais sur le banc olympique de Marseille, et puis un Marseillais, mais en plus qui va être très certainement à 99,9% qui va ramasser le trophée de meilleur entraîneur de Ligue 1? Ben, j'espère pour lui. Après, oui, ça me plairait pour lui qu'il aura le trophée de meilleur entraîneur, parce qu'il le mérite par rapport à ce qu'il a fait cette saison à Lille. Ça sera la deuxième fois, d'ailleurs. J'aimerais bien qu'il vienne ici, ça serait mieux que
l'escroc qu'on a à la tête de l'entraîneur de Marseille. Ça, Non, mais moi je dis. C'est de la diffamation, ça ou pas? Non, c'est un escroc du C'est football. moyen, on n'est pas loin là. C'est un escroc du football. Qu'on ne cautionne pas. On ne cautionne pas. Tu es responsable de De ce tes que je propos. dis. Ouais. Non, c'est. J'aimerais bien qu'ils viennent après. Personne n'est prophète dans son pays. On ne sait pas s'il réussirait aussi. Donc c'est. Pourquoi pas? Après, il est toujours indécis par rapport à son avenir sur l'île. Après, si on pouvait le faire venir. Indécis, il n'est pas vraiment. Mais une proposition de l'OM pourrait peut-être tu vois, le faire changer d'avis. Malgré tout, ça te plairait toi ou pas? Et on finira là-dessus. C'est par rapport à Claude Puel, c'est l'Amérique, hein, c'est clair et net. Je veux dire, c'est. Enfin, Toi, c'est tout sauf Claude Puel, c'est ça? Bah oui, clairement. Mais hier, j'ai discuté sur Twitter avec. Comboré aussi? Non, justement, en fait, je réfléchissais aussi en m'endormant. Est-ce qu'il y a des entraîneurs que j'aimerais moins voir à l'OM que Claude Puel? Donc il y a Camboiré, en effet. Luis Fernandez. Non, même pas. Luis Fernandez, c'est moins pire que Claude Puel. Oh la vache. C'est juste après. Il y a aussi Raymond Domenech que j'aimerais vraiment Domenech, pas ça voir. va. Plus, Luis Fernandez. Oui, en plus. T'imagines, je me faisais ce petit délire là, sur Twitter, le PowerPoint de Raymond Domenech, on aurait finaliste de la Coupe du Monde quand même, les gars. Vice-champion du monde. Vice-champion du monde. Hein. Mais le pire, c'est que Claude Puel, mais le PowerPoint, Jacques-Henri, il te le fait, mais comme ça, t'imagines, bâtisseur, truc, demi-finale de Ligue des Champions, putain, ça va se C'est faire. dommage, on ne le verra pas. Il a arrêté les j'arrête de PowerPoints. Ouais. Comment ça, il a arrêté? Il en fait plus. Hein. Il Parce qu'on a Il plus parle de bleu. recrues. Non, mais il parle bleu. Balotelli, on avait eu le PowerPoint? Non. Non. Il n'a pas osé le côté A, B, C, D, là, c'est pas Non, quoi. il n'avait non, pas il- fait, il avait pas fait. il a Après, pas de toute osé. manière, maintenant, je pense qu'il faut attendre Attachement la au- décision ouais, il a pas osé. de Franck McCourt, quoi, hein, parce que peut-être que les trois vont risquer de. Sinon, Ouais. on discutait, alors c'est pas du tout une info, avec Olympioscope, le roi de la bonne foi, Que l'on olympienne salue sur Twitter. chaleureusement. Et qui disait Michel Derzakarian. Alors, logiquement, à la base, Michel Derzakarian, absolument pas ma cam du tout. Mais comparé à Claude Puel, encore une fois, l'Amérique et Marseillais aussi. Et c'est au moins, en fait, c'est défensif. C'est pas beau à voir, mais au moins c'est cohérent. Et lui, quand il fait jouer une défense à 3, les mecs, ils savent pourquoi ils jouent à 3 et ce qu'ils ont à faire. Donc, ce serait moche. Mais On s'embêterait en conférence de presse, mais ce serait cohérent. si tu commences à te dire que les noms que tu vas faire venir à l'OM, c'est ça, c'est. Et puis, dur, quoi. c'est aussi quelqu'un qui est capable de faire jouer des jeunes. T'as qui est coach capable de les valide faire alors à ce développer. moment-là aussi. Mais qu'est-ce qu'il faut alors? Il faut un coach qui ramène de la passion ou un coach où c'est plus terre à terre et qui va peut-être pérenniser le club? Je vote Tu pour vois, un coach terre à terre là, hein, parce que là, Ah ouais on repart de zéro. Enfin, on repart sur un champ de ruines là quand même. Donc, Mais c'est-à-dire que tu repars sur l'OM des Dreyfus. Je me souviens quand McCourt est arrivé, il a dit il faut qu'on fasse les choses, il faut qu'on crée l'OM Way, que les autres clubs se disent il faut qu'on fasse ça l'OM Way. Il en a dit des choses. Non mais moi ça me parlait, je me disais ouais c'est très intéressant. Et Là, c'est Noé, là. mais justement, il faut peut-être travailler là-dessus et pour revenir sur l'interview d'Albert Raymond, remettre l'équipe première au centre, faire l'OM Way, c'est-à-dire que tu vas prendre, on aime bien les entrepreneurs, les gens qui prennent des risques dans ce club apparemment, va prendre des mecs qui prennent des risques, prends un risque, et je parle pas forcément de Gabi Heinze, s'il y avait des Français qui avaient potentiellement cette fibre-là, moi je suis pour, je suis pas contre la France, hein, même si j'aime bien l'Ukraine. Mais le problème en France, c'est que la DTN forme qu'un certain type d'entraîneurs, que ce sont souvent des anciens joueurs qui arrivent très tard sur le marché parce que par rapport à leur diplôme, etc. Donc que tu as pas ce risque. Donc moi j'aimerais bien que tu prennes un risque, que le mec soit suisse, belge ou français s'il a le profil. Très bien. Mais tu pourrais prendre presque un Français qui est connu pour son jeu, mais qui n'a pris que des petits clubs, comme un Furlan, comme un Dalloglio, des mecs comme ça. Pourquoi pas, tu vois? Mais après, il y a aussi le truc, il faut quand même se dire qu'il y a ce truc psychologique. Et Furlan, je sais pas, il y a quelque chose... Enfin, logiquement, j'aime bien sur le papier, mais il y a quelque chose... Allez Mourad, on fera une émission spéciale Furlan très bientôt. C'est plus intéressant qu'une émission spéciale Garcia. Oh là là. Tout à fait, ou Puel. Non mais Puel, je pense que ça va encore animer les débats prochainement parce que... Et que ça va hanter ses cauchemars. À mon avis, c'est pas qu'une simple rumeur. Allez messieurs, merci beaucoup, merci Mourad, merci Nico. Prochain podcast, c'est quand les gars? Semaine prochaine. Semaine prochaine, Marseille Champion Podcast. Merci Titi, tu reviens quand tu veux. Je peux dire un mot?
Oui, exact, excuse-moi. C'est vrai, j'allais oublier. La cagnotte, elle en est où cette magnifique cagnotte? Alors, nous atteignons la somme de 3 600 €. Rappelle juste. Oui, pour Michel, les gens qui un ancien ultra et qui faisait partie du Virage Sud pendant très longtemps et qui, par rapport à des problèmes de santé, était abonné en Jean-Bouin, à côté du Virage Sud, parce qu'il ne pouvait plus rester debout. Et il est décédé le 23 mars. Et il a été enterré au Carré des Indigents au cimetière Saint-Pierre, parce que il était tout seul, il avait qu'un fils mineur, on l'a appris qu'après. Et donc l'OM participe à la cagnotte. Non, pas à la cagnotte en elle-même. L'OM paye une partie sur facture parce que pour des raisons de réglementation commerciale, tout ça. Et on a appris que on ne pouvait pas exhumer le corps puisqu'il y avait une opposition sur Michel. Okay. Et il faut payer 1 514 € en plus pour exhumer le corps et pouvoir l'enterrer à la cathédrale du Silence. Donc la cagnotte restera encore ouverte quelques jours. Et on appelle à votre générosité et puis pour donner une sépulture digne à Michel. Allez, impeccable. On mettra le lien aussi ça en fait bas aussi partie de la culture du football. Parce que le football, c'est pas qu'un sport, parce que sinon, il n'y aurait pas des personnes comme Titi qui pensent que cette personne, c'est aussi quelque part de sa famille. Donc c'est une culture. Et il faut protéger aussi la culture du foot et donc aller donner sur la cagnotte. Allez, on vous met le lien en bas de cette vidéo. À très bientôt sur Football Club de Marseille. Prochain débat foot, ça sera lundi. Allez, ciao, ciao.